Salut mes cars, c'est Nebran, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode pour parler de l'Anycubic Chiron. C'est parti. Bien, ça fait un peu plus d'un mois maintenant que j'ai reçu l'Anycubic Chiron, la dernière imprimante de chez Anycubic avec son volume de 40 par 40 par 45 et que je voulais présenter à travers une vidéo dans laquelle je vais vous donner mes premiers avis, mes premières impressions sur cette machine. Cette vidéo se basait uniquement sur les premiers tests que j'avais pu faire de l'imprimante. Maintenant, ça fait un peu plus d'un mois et je pense que j'ai pris suffisamment de recul et que j'ai fait suffisamment de tests pour vous donner mon avis final sur cette machine. Alors si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous mets le lien là-haut ainsi que dans la description, mais si vous n'avez pas envie de vous retaper 30 minutes de vidéo, voici un petit résumé sur l'Anycubic Chiron. Bien, l'Anycubic Chiron est une imprimante 3D de type FDM. Elle a une structure en profil aluminium qui est renforcée à chaque jonction avec des pièces en plastique ou des coupleurs. Le guidage des axes se fait à l'aide de roues directement sur les profils aluminium, un petit peu comme des V-slots. L'entraînement des axes se fait à l'aide de courroies pour les axes X et Y et de tiges trapézoïdales pour l'axe Z. L'extrudeur est monté en Bowden et il a d'un côté un capteur de fin de filament et de l'autre côté une tête E3D V5. On retrouve deux capteurs de fin de course en Z optiques au lieu des capteurs physiques que l'on trouve habituellement, et ce afin d'améliorer considérablement la précision de l'axe Z. Le plateau est de dimension 40 par 40 et est revêtu d'une surface ultra base, la fameuse surface de chez Anycubic. Niveau électronique, on retrouve une alimentation de 1000 watts, une carte Trigorilla et un écran tactile comme sur l'Anycubic i3 Mega avec l'interface Anycubic très facile à utiliser, très intuitive et qui permet donc de se servir très facilement de l'imprimante 3D. L'un des atouts majeurs de cette imprimante 3D, mis à part son volume gigantesque, c'est son option qui permet de régler le plateau. Et c'est là-dessus que l'on va s'attarder pour commencer. Pour régler le plateau de l'Anycubic, il y a deux étapes. La première, classique, tout le monde la connaît, c'est la fameuse technique de la feuille de papier. On prend une feuille de papier, on la met entre le plateau et la buse et on règle manuellement à la vis. Jusque-là, rien de sorcier. Deuxième étape, qui est propre à cette imprimante 3D, c'est une étape de cartographie. On va utiliser une sonde que vous pouvez voir en photo qui va tout simplement venir prendre 25 points de référence sur le plateau de façon à pouvoir avoir une cartographie complète de la surface du plateau. Et ce pour permettre à l'imprimante d'imprimer correctement une première couche et de jouer sur les différentes variations qu'il peut y avoir sur un plateau. Parce que ce qui me faisait peur quand j'ai acheté l'Anycubic, la Chiron, c'est sa taille de plateau gigantesque. Alors c'est sûr, ça peut être un avantage, mais si c'est mal fait, si on ne peut pas régler correctement le plateau, eh bien ça ne sert à rien. Je veux dire, on pourrait avoir une imprimante avec un plateau de 1 mètre par 1 mètre, si on n'a rien pour pouvoir régler correctement la surface d'impression, eh bien ça ne sert à rien. On ne va jamais réussir à régler correctement sur toute la surface. Je veux dire, même un plateau en verre a des disparités qui font que la surface n'est pas parfaitement lisse. Non, c'est pas possible. Du coup, sans cette option, on ne pourrait pas imprimer correctement sur toute la surface. On aurait une partie du plateau qui serait parfaitement réglée. C'est celle sur laquelle on aurait fait nos tests de première couche. Mais dès qu'on s'en éloignerait, on aurait une première couche soit écrasée, soit qui n'adhérerait pas du tout. Donc ça servira à rien d'avoir un plateau de 40 par 40 si au final, on ne pourrait même pas imprimer du 20 par 20. D'ailleurs, lorsque l'on utilise cette sonde, on voit que la valeur d'offset des différents points qui sont relevés varie légèrement, ce qui montre bien que le plateau a quelques difformités. On pouvait voir sur la photo, chaque point a une valeur un petit peu différente. Ça se joue en dixième de millimètre, mais ce n'est pas non plus anodin. Je veux dire, c'est au dixième de millimètre que l'on règle la hauteur du plateau pour une première couche correcte. Donc, il faut bien avoir ce genre d'option. Et justement, cette option n'est pas toujours évidente à mettre en œuvre. La première fois que l'on le fait, quand on monte l'imprimante, on a le manuel entre les mains et on suit toutes les étapes. Et si on le fait jusqu'au bout et qu'on n'évite pas la dernière étape juste parce qu'on est un petit peu trop impatient, comme moi, eh bien on a un réglage parfait. D'ailleurs, une fois que j'ai réglé correctement et que j'ai utilisé l'étape de sondage, je me suis retrouvé avec une première couche très bonne. Par contre, lorsque l'on recommence, c'est là où ça se gâte. Il y a quelques semaines, j'ai dû changer la buse de mon imprimante suite à un léger incident qui a complètement abîmé la dernière. Et du coup, j'ai dû régler le plateau parce que forcément, d'une buse à l'autre, le réglage n'est pas le même. Normal. Donc, premier réglage à la feuille de papier, très bien. Et ensuite, sondage. J'ai lancé la sonde, j'ai fait la petite cartographie, puis j'ai lancé une impression, j'ai réglé l'offset et tout semblait aller bien. Mais en fait, non, ça n'allait pas du tout. Ma première couche n'était pas bonne. En fait, au centre du plateau, là où j'avais fait le plus de réglages, j'imprimais correctement. J'avais une première couche qui était correcte, mais dès qu'on s'en éloignait un petit peu, la première couche était complètement écrasée.
Alors du coup, je relance l'étape de cartographie et j'ai toujours le même résultat. J'ai fait ça à peu près 3 fois avant de comprendre qu'il y avait un problème. En fait, dans ma première vidéo, je vous ai dit que pour lancer ces étapes de réglage du plateau, il fallait d'abord activer un G-code et je n'avais pas trop d'idée de pourquoi. Donc j'ai regardé un petit peu plus en détail ces G-codes. En fait, il y a tout simplement 3 lignes dedans. Je ne sais pas exactement ce qu'elles valent, mais en fait, elles réinitialisent, d'après ce que j'ai compris, les paramètres de l'imprimante. Lorsqu'on utilise l'étape de sondage, la deuxième étape, ce qui se passe, c'est que l'imprimante va mesurer tous ces points, puis ensuite va enregistrer une valeur par défaut d'offset. C'est-à-dire que quand elle va se mettre à son Z0, qu'elle va descendre, elle va ensuite se décaler de cette valeur qu'elle a enregistrée. Et en fait, je pense également qu'elle va verrouiller toutes les données. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus les modifier avec un nouveau sondage. Et là, c'est le problème. J'aurais pu recommencer 10 fois, je n'aurais jamais eu de valeurs différentes, je n'aurais jamais eu de bon réglage du coup. Forcément. Donc c'était ça le problème, c'est-à-dire qu'il fallait que je relance ces G-codes pour pouvoir réimprimer. D'ailleurs, une fois que j'ai fait ça, j'ai pu refaire une cartographie et maintenant j'ai une très bonne première couche. Presque très bonne, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est une étape qui est importante et ce petit manuel ne nous dit pas qu'à chaque fois, on est obligé de relancer à chaque fois le G-code spécial auto-leveling pour pouvoir relancer le sondage. Et ça serait bien de le marquer quelque part parce que du coup, on peut se prendre la tête à régler 10 fois la sonde sans que ça marche vraiment. Mais bon, une fois que c'est fait, ça marche très bien et donc c'est une option qui est vraiment très bonne parce que du coup, je peux utiliser toute la surface de mon plateau et mes craintes se sont dissipées. Donc au final, cette option qui me faisait un petit peu peur au départ est un très bon atout pour cette imprimante. Ça permet vraiment de bénéficier et d'utiliser toute sa surface d'impression et c'est une très bonne chose. Bien, maintenant passons à un autre point sur lequel j'avais buté lors de ma première vidéo et c'est l'utilisation de Cura, le réglage pour les impressions. Normalement, et pour mon Anycubic i3 Mega, c'est ce que je faisais, j'utilisais Cura 1.5. Depuis un bon moment, depuis 2 ans, j'utilise cette version, depuis qu'elle est sortie. Et j'ai jamais vraiment eu de problème avec. Par contre, durant ma vidéo, je me suis dit que ça serait bien quand même de passer à la dernière version de Cura. Et ça m'a posé pas mal de problèmes puisque ce que j'imprimais n'avait absolument aucune cohésion. J'avais de la sous-extrusion, c'était pas propre, ça n'adhérait pas du tout, bref, c'était infernal. Du coup, je suis resté sur Cura 1.5. Mais Cura 1.5 est quand même assez limité par rapport aux dernières versions. C'est-à-dire que sur la Mega et sur la Chiron également, maintenant, je changeais la valeur de la première couche, niveau température, pour avoir une température de première couche plus élevée, de façon à ce qu'elle adhère mieux. Sur la Mega, je changeais du coup manuellement le G-code en l'ouvrant avec un bloc-notes et en changeant la ligne qui correspondait à la température. C'était un petit peu fastidieux, bon j'ai pris l'habitude, mais quand même sur Cura 3.4 ou 3.5 maintenant, on peut régler directement la température de première couche. Et il y a énormément plus d'options sur ces dernières versions que sur la version 1.5, normal. Donc au bout d'un moment, il fallait bien que je passe sur cette nouvelle version. Donc après un peu de recherche, j'ai tout simplement créé un nouveau profil d'imprimante en me basant sur un profil préenregistré qui était celui de l'Anycubic i3 Mega. Donc après, je l'ai juste modifié pour entrer le bon volume d'impression, qui n'est pas comme celui de la Mega qui était de 20 par 20 par 20. Et ensuite, j'ai modifié également certains paramètres comme la vitesse qui est un petit peu plus lente sur la Chiron que sur la Mega, étant donné que l'imprimante est quand même beaucoup plus lourde. Et au fil du temps, j'ai réussi à obtenir un profil correct qui me permet maintenant d'imprimer toutes les pièces que vous avez vues imprimer ces dernières semaines ont été faites à partir de Cura 3.4. Donc ça fonctionne maintenant. D'ailleurs, certains m'ont demandé une copie de ce profil, donc je vais la mettre dans la description si vous avez besoin. C'est pas parfait, il y a encore pas mal de réglages à peaufiner, mais au fil du temps, je pense que je pourrai obtenir un très bon profil. Donc maintenant, j'ai un très bon système pour pouvoir imprimer. Et la qualité d'impression s'en ressent. Je veux dire, j'avais de très bons résultats sur Cura 1.5 et ce qui m'inquiétait, c'est en passant à un nouveau système, je craignais de perdre en qualité d'impression parce que mes petits réglages sur la 1.5 ne sont pas forcément les mêmes que sur la 3.4. Et là maintenant, ça marche très bien. D'ailleurs, vous avez pu le voir avec tous les prints que j'ai fait. Alors, j'en ai plus aucun ici parce que je les ai tous envoyés, des giveaways, une commande d'une amie, tout ça. Donc maintenant, je n'ai plus de print à vous montrer, surtout les 2 derniers, la première lame de Supernatural et le crâne dans sa lanterne. Franchement, c'était très bon print. Elle m'a sorti de très bons prints, que ce soit géométrique ou organique. Et du coup, je suis assez satisfait parce que j'ai une très bonne qualité d'impression. Et c'est un point qui est quand même très important. Je veux dire, ça sert à rien d'avoir une imprimante qui a un volume gigantesque, qui a une structure qui est quand même plutôt costaude, si c'est pour au final se retrouver avec des prints grossiers, mal imprimés, des mauvaises cohésions, bref,
quelque chose de moche, hein, de pas correct. Eh bien justement, la qualité d'impression de cette machine est vraiment étonnante. Alors c'est pas non plus impressionnant au point que j'aurais jamais vu ça sur d'autres machines. Non, non, j'avais de très bons résultats sur ma Mega avant qu'elle commence à flancher. Mais là, pareil, j'ai de très bons résultats. Et généralement, plus une imprimante est grosse, plus elle va imprimer de façon grossière. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais généralement, les grosses imprimantes 3D sont faites pour imprimer de grosses pièces et pas forcément des pièces avec des détails fins. Alors que là, l'Aquiron arrive quand même à me sortir de très bons résultats. Vous avez pu voir le crâne, vous avez pu voir la première lame, et j'espère pouvoir imprimer d'autres pièces qui montreront à quel point l'Aquiron a une très bonne qualité d'impression. Et encore, une fois que j'aurai peaufiné les réglages sur Cura, je suis sûr que j'obtiendrai encore de meilleurs résultats. Donc, niveau qualité d'impression par rapport à son prix, franchement, on est sur un très bon rapport qualité-prix. C'est vraiment quelque chose de très bon. On ne voit pas ça sur toutes les imprimantes. Et là, il n'y a pas eu besoin d'énormément de réglages. Alors c'est sûr, il faut apprendre à connaître la machine. Et puis, ça reste une imprimante 3D. Je veux dire, c'est pas quelque chose, on le branche et ça fonctionne. Je vous l'ai déjà dit. C'est pas comme les imprimantes plug and play. Non, là, il y a quand même des réglages à faire. C'est pas juste je le branche et je m'attends à ce que ça marche. Il y a pas mal de petits réglages, il y a pas mal de petites choses à faire, mais au final, on peut s'en tirer avec une très bonne qualité d'impression. Et à ce prix-là, avec ce volume et cette qualité de construction, franchement, c'est un très bon rapport qualité-prix. Je ne trouve rien à redire en fait à ce niveau-là sur cette imprimante. Je ne peux que vous la conseiller. Bon. Alors maintenant qu'on a vu tous les points positifs de cette machine, sa qualité d'impression, sa qualité de construction, ses options qui permettent de vraiment l'utiliser correctement, voyez un petit peu les points négatifs. Et en fait, des points négatifs, il n'y en a pas énormément, mais il y en a quand même quelques-uns. À commencer par ces ventilateurs. Je l'ai déjà cité dans ma première vidéo, d'ailleurs ceux qui l'ont vu ont pu l'entendre, les ventilateurs sont extrêmement bruyants. Mais vraiment, je veux dire, la Mega, qui était réputée pour être un petit peu bruyante quand même, eh bien à côté, c'est rien du tout. Non, franchement, les ventilateurs sont particulièrement bruyants. Ils font beaucoup de bruit. Du coup, si jamais vous l'installez dans votre chambre, vous ne pourrez pas imprimer de nuit. Je veux dire, je ne peux pas dormir, même avec des boules qui ça m'empêche de dormir. Donc, c'est dire à quel point ça fait du bruit. J'ai pas encore eu le temps de me pencher sur ce problème de remplacer certains ventilateurs par des ventilateurs type Noctua, beaucoup plus silencieux et tout aussi performants. Mais ça va venir. Mais je trouve ça quand même dommage en fait qu'ils aient mis une telle qualité de construction sur toute la machine et qu'ils mettent des ventilateurs si bruyant, je veux dire, ils l'entendent quand ils la lancent, quand ils font des tests, je veux dire, c'est pas n'importe quoi, ça s'entend, c'est quand même quelque chose d'assez bruyant. Alors je vois pas pourquoi ils auraient mis une grosse qualité sur toute la structure de l'imprimante, sur toute l'imprimante en elle-même, mais pas sur ces ventilateurs. Je veux dire, c'est des petites pièces, ça coûte pas très cher d'en avoir de bonne qualité. Mais bon, voilà, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais en tout cas, il va falloir que je fasse quelque chose, parce que pour l'instant, c'est beaucoup trop bruyant pour que je puisse faire quoi que ce soit à côté. Mais bon, c'est pas grave, parce que une imprimante 3D de ce volume, si on s'en sert pas, ça sert à rien d'en avoir une de cette taille. J'aurais repris une méga avec un volume de 20 par 20 par 20 et puis c'est bon. Non, non, là, j'ai un volume de 40 par 40 par 45, je veux l'utiliser. D'ailleurs, on m'a fourni un très bon modèle que je vais sans doute imprimer, qui prend 6 jours à imprimer. Celui-là, va falloir que je me prépare à l'avance parce que c'est 6 jours d'impression, c'est quand même un gros stress. Mais elle est capable de faire ça, la Chiron, donc autant s'en servir. Mis à part ça, petit point négatif supplémentaire, et en fait c'est plus une précaution à prendre, lorsque vous montez la Chiron, vérifiez bien toutes les roues qui font le système de guidage de l'imprimante, notamment celle du plateau. On ne vérifie pas trop, mais en fait il y a beaucoup de roues qui viennent prendre en sandwich les profilés pour le guidage de l'axe Y, du plateau, et certaines ne sont pas du tout collées au profilé. C'est-à-dire qu'elles peuvent tourner sans problème, ce qui ne devrait pas être le cas. Donc avant de monter l'imprimante, juste vérifier à bien resserrer toutes les roues vers les profilés pour qu'elles prennent bien tout en sandwich. J'ai vu ça sur pas mal de revues de la Chiron, je ne suis pas le seul à avoir eu ce problème, et certains avaient le problème encore plus gros, c'est-à-dire que le plateau bougeait presque carrément puisqu'il n'y avait aucune roue qui était correctement installée. Donc faites attention à ça, ça peut poser problème, donc vérifiez bien avant de monter la Chiron, puisque une fois qu'elle est assemblée, je ne vous dis pas pour la retourner, c'est quand même costaud. Donc avant de l'assembler, retournez le plateau et regardez les roues, vérifiez qu'elles soient bien installées. C'est vraiment le seul problème que je peux trouver à niveau construction de la Chiron, c'était ça. Parce que sinon, quand même, il faut dire qu'ils ont bien travaillé pour faire la machine. Le design est très bon, les finitions sont parfaites. Je veux dire, on a des pièces pour toutes les jonctions pour les renforcer, on a une chaîne de câbles, on a une gaine en tissu, enfin pas vraiment du tissu, mais bon, pour protéger les câbles. Bref, ça a été tout fait très bien. Et je trouve que c'est une très bonne machine du coup.
Donc voilà, mon avis final sur cette machine. Si vous voulez une imprimante 3D avec un gros volume, je vous la conseille. Pour moins de 600 €, vous trouverez sans doute pas mieux avec un tel volume d'impression. Par contre, et je reprends ce que j'avais dit sur ma première vidéo, si vous n'avez pas besoin d'un tel volume, si vous n'avez pas la place chez vous, si vous n'avez pas le choix que de la mettre dans une pièce de vie où il peut y avoir du monde, où vous allez dormir, je vous la déconseille. Beaucoup trop bruyante, prend beaucoup trop de place et surtout si vous n'avez pas besoin d'un tel volume, ça sert à rien. Vous prenez une méga, elle coûte 200-300 €, ça vous coûtera beaucoup moins cher. Vous en prenez deux si vous voulez, allez, pour avoir le même prix. Vous en prenez deux et ça prendra beaucoup moins de place et ça fera beaucoup moins de bruit. Non, donc vraiment, si vous avez besoin d'un tel volume d'impression, parce que vous imprimez beaucoup de choses, que vous avez envie d'imprimer les pièces en une seule fois plutôt que de les découper ou quoi que ce soit, je peux vous comprendre. Moi aussi, j'en profite maintenant que j'ai la Chiron, je prépare des prints de 2 jours, 3 jours, 6 jours, juste en mettant toutes les pièces d'un modèle directement sur le plateau plutôt que de les imprimer une à une à chaque fois. Non. Donc franchement, si vous avez besoin d'un tel volume d'impression, je ne peux que vous la recommander, je ne vois que des points positifs sur cette machine. Qualité d'impression très bonne, structure robuste, un petit peu de bruit, mais bon, ça c'est pas bien grave. Et voilà, donc c'est tout pour cette revue. Si vous avez des questions à propos de cette machine, n'hésitez pas à me les poser. Je n'ai pas pu tout couvrir, ça prendra encore plus de temps et cette vidéo commence déjà à s'éterniser. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions sur la Chiron, sur un choix d'imprimante 3D également. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai à n'importe quelle question avec plaisir. Donc n'hésitez pas. Quant à moi, je vous dis tout simplement à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!